Jusqu'à 19h15. 15 minutes d'actu avec Bintili. L'invité de 15 cette semaine, c'est Kondo, cofondateur du groupe de rap La Clica, mais aussi prof de rap, producteur et auteur. Bonsoir. Bonsoir Bintili. Vous sortez le roman Plus haut que la Tour Eiffel chez La Grenade et JC Lattès, une sorte de long poème en vers libre qui raconte le parcours d'un jeune homme qui quitte le Bénin pour rejoindre Paris, une histoire de migration. Donc, pourquoi avoir choisi ce thème ? Parce que c'est un thème qui me touche de manière personnelle, du fait qu'il y a une partie de l'histoire de mon frère qui est dans ce livre, l'histoire des gens avec qui j'ai travaillé, notamment sur beaucoup d'ateliers avec le CADA, avec la Croix-Rouge de Taverny, avec Caritas, voilà, et beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé depuis 8 ans, qui attendaient d'avoir un projet qui leur donne la parole. On s'attache très vite à Menga, c'est votre personnage principal. On vit avec lui ses difficultés, trouver de l'argent, la solitude, la dangerosité du voyage, la violence des passeurs. On a l'impression que vous avez vécu ce que vous racontez. Comment vous êtes renseigné justement pour être au plus proche du sujet de l'histoire de ces exilés ? Je pense que quand on parle d'exil, on parle de mise en mouvement, on parle aussi de mise en danger. Et je crois que c'est aussi l'histoire de ma vie, me mettre en danger, ne pas accepter l'endroit où on m'enferme pour essayer d'aller trouver mieux ailleurs. Et puis, oui, ce sont des histoires qui me côtoient depuis une 8aine d'années. Donc évidemment, il y a un moment, les incarner, les ressentir, et ça devient comme une seconde nature, une seconde peau. Est-ce que vous avez rencontré des jeunes, ça oui, vous l'avez dit, qui ont eu le même parcours que votre personnage ? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté ? Est-ce que là, on a vraiment du détail ? Est-ce que vous êtes vraiment inspiré de leur histoire ou vous avez vraiment romancé ? Alors, je pense qu'on peut pas écrire une bonne histoire si on n'y a pas mis de la vérité dedans. Cette vérité-là, elle vient de toutes les rencontres que j'ai faites depuis 8 ans. Je le répète, cette histoire, j'ai eu l'envie de la faire parce que il y a 12 ans de ça, j'avais envie de rencontrer mon père. Et puis, en cherchant à trouver mon père, j'ai rencontré un frère que je connaissais pas et je me suis retrouvé être le 3e d'une fratrie de 8 enfants. Et mon frère me racontant son histoire, sa traversée de l'Italie à la France, ça m'a bouleversé. Et ça m'a donné envie de comprendre pourquoi on s'en va de chez soi et qu'est-ce qui nous met en mouvement. Et en même temps, ça m'a aussi donné l'envie de rencontrer tous ces gens qui prennent autant de risques pour trouver une meilleure vie ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a des oreilles et des yeux pour écouter ces histoires ? On a l'impression depuis quelques années que les médias, les Français sont un peu blasés de ces histoires et préfèrent fermer les yeux quand on voit encore tous les morts qu'il y a en Méditerranée. Comment vous positionnez ? Alors, je confonds pas les médias et les Français. Il s'avère que plus je me balade en France et plus je joue ce spectacle-là sur scène ou plus j'en parle à travers le livre, et bien plus je rencontre des gens qui côtoient ces histoires-là, qui aident les autres à trouver leur place en France. Et donc, il y a du public pour entendre ces histoires-là. Et puis, quelque part, si on s'arrête juste sur ce qu'est cette histoire, c'est-à-dire une aventure de vie, finalement, on peut tous s'identifier à Manga. Vous décrivez aussi le parcours du combattant quand votre personnage arrive en France, les complications administratives, la difficulté de se loger. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est presque un roman politique ? Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de roman, d'histoire qui soit une histoire de notre époque qui ne traduise pas un engagement politique. C'est difficile en 2024 de rester en dehors de tout. Pour moi, il y a une envie surtout de témoigner. Je crois qu'il y a beaucoup de gens dont on n'entend pas la voix, qui peuvent pas s'exprimer. Et moi, j'ai fait de la musique de cette manière-là et j'ai écrit ces textes, cette poésie-là pour eux d'abord. Et je suis content d'avoir trouvé une maison d'édition comme La Grenade et JC Lattès pour m'accompagner dans ce chemin-là et dans la transcription et de ce témoignage, quoi. Vous avez toutes les casquettes et vous auriez pu faire une chanson, un album, un documentaire. Pourquoi passer par le roman poétique ? Ça en découle. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par faire une création musicale qui a donné lieu à un album, finalement, qui était que des bribes de mon scénario, de mon arche. Et puis, je suis allé au bout avec Laurent Colombani, Arnaud Vernet, des amis qui m'ont fortement incité à prendre le stylo pour donner du corps à mon personnage, pour
faire en sorte qu'on ait encore plus de détails sur le parcours de Manga et sur ce qu'il vit et ce qu'il est. Manga étant aussi le prénom d'un de mes meilleurs amis, qui lui est béninois et qui n'est pas venu par la voie clandestine, mais par contre qui est aussi issu d'une mise en mouvement. Alors vous le disiez, ce roman c'était aussi un spectacle musical hip-hop avec des influences jazz, soul. Sur scène vous êtes avec des musiciens et ça ressemble à ça. Vous vouliez mettre en son le périple de votre personnage parce que vous le dites dans le livre, il traverse l'Afrique, il traverse les pays et c'est pas les mêmes pays, c'est pas la même musique, c'est pas la même ambiance. Exactement. En fait, quand Manga fait ce voyage, il traverse les pays, il traverse le Mali, le Maroc, l'Algérie, l'Andalousie, enfin. Et donc à chacune de ces étapes, finalement, la musique se teinte de la couleur du territoire. Est-ce que vous pensez musique quand vous écrivez ? Complètement, je vois la langue comme de la musique. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé jusqu'à mes 4 ans et demi au Bénin, même si c'est une petite enfance. En fait, mon terroir, il est béninois, il est ouidanais. Et donc, quand je suis arrivé en France, j'ai dû réapprendre à parler français, même si j'étais né en France. Et il a fallu que j'appréhende la langue d'une façon qui était la mienne. Et la mienne, j'ai toujours entendu les langues comme des mélodies, comme du son. Est-ce qu'il y aura d'autres dates de ce spectacle ? Parce que vous avez déjà tourné avant de sortir le livre. Est-ce que ça vous donne envie de retourner sur scène ? Oui, il s'avère qu'un projet comme celui-ci, ça se défend sur 5 ans, 10 ans et plus encore. Donc on va faire une prochaine date qui sera le 9 mars à Canal 93 à Bobigny. Et on sera nombreux sur scène, on sera à peu près une 50aine. Donc on vous invite à venir voir et puis à discuter avec nous, sachant que l'entrée est libre et tous les fonds qu'on récolte seront reversés à SOS Méditerranée. C'est bien noté. Des voix comme celle du musicien Tiken Jah-Fakoly s'élèvent ces dernières années pour dire aux jeunes Africains de ne plus quitter le continent, que la France n'a plus rien à offrir. Qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre positionnement ? Il s'avère que la majorité des gens qui migrent en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, migrent sur le territoire africain et ne viennent pas en France. C'est vraiment une très faible minorité qui vient en France. C'est entre 5 et 10% ou 5 et 7% des gens qui se mettent en exil et donc en danger. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a rien à gagner à mourir dans la Méditerranée ou ailleurs. Il n'y a rien à gagner à mourir dans le froid parisien et dans l'indifférence. Donc pour vous, vous dites aussi aux jeunes Africains ne venez pas, ne partez pas de chez vous. Ce qui est super important, c'est de dire aux gens ne prenez pas de risques inutiles. C'est surtout ça. C'est-à-dire que tous les jeunes que je côtoie et qui se mettent en situation d'exil, et en fait, ils le font pas par choix. Donc, ils le font parce qu'ils se sentent obligés de le faire et c'est un arrachement. Et donc, je peux pas intervenir face à cet arrachement-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que on doit être capable, dans les pays avoisinants, de maintenir des États où les gens sont en paix, et puis aussi faire en sorte que dans chacun de ces pays-là, on puisse avoir le sentiment d'avoir le droit à la sécurité, à la paix et puis à la dignité. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de la nouvelle loi immigration, censurée en grande partie par le Conseil constitutionnel. Le texte voulait durcir l'accès au regroupement familial et instaurer une caution de retour pour les étudiants étrangers. Ça n'existera pas finalement, mais comment vous avez analysé cette séquence politique ? Je crois qu'il y a beaucoup de focus, comme si l'étranger en France était finalement le stigmate de toute la... Voilà, tous les maux de la société. De tous les maux de la société française. Et puis on n'interroge jamais finalement les gens les plus puissants qui mettent notre société civile en danger, les gens qui payent pas leurs impôts, leurs taxes, toutes ces personnes qui justement sont au-dessus des lois et qui font que nous tous en bas là, on trime. Pour nous, c'est dur. Et quelque part, à force de toujours trouver un bouc émissaire, on ne regarde pas les problèmes en face. Et cette loi-là, pour moi, elle incarne une véritable injustice. Parce que quelque part, elle enlève à tous les gens qui se sont mis en danger, qui sont exilés et qui viennent en France, elle leur enlève le droit
qu'ont tous les peuples finalement à juste essayer de survivre. Et puis pareil, on ne tient pas compte des causes aussi. Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à partir de chez eux? Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Évidemment que c'est une loi qui me révolte. Vous trouvez qu'on ne parle pas justement, vous le disiez, assez des causes, des difficultés de certains pays d'Afrique qui ont aussi été créés par la colonisation et ce qui en a découlé? Oui, et puis il y a, au-delà de la colonisation, qui est un fait, il y a aussi les guerres économiques qui sont actuellement menées et qui font que voilà, beaucoup de peuples à travers le monde souffrent finalement de ce qui fait que, bon voilà, comme j'ai parlé de ces sociétés qui sont supranationales et qui bien souvent mettent pas mal de pays en situation de souffrance, et puis surtout des citoyens. On va parler un petit peu de musique. Les Victoires de la musique, c'est ce vendredi soir, une cérémonie qui fait encore timidement une place au rap. C'est tellement timide qu'une contre-cérémonie a été créée depuis. Les Flammes, cette année, le rappeur SDM a refusé de jouer le jeu des Victoires en ne faisant pas de live. Il a donc été retiré du concours. Quel regard, vous avez sur tout ça, vous, le rappeur qui avez vu plusieurs générations passer? Alors moi, je viens de la génération hip-hop, HIP, HOP. J'ai découvert le hip-hop à travers l'émission de Sidney Dutheil. Donc en regardant les premiers pas du hip-hop à travers la télévision, et puis ensuite des émissions comme le Dina Style sur Radio Nova. Aujourd'hui, que dire? En fait, je crois que c'est assez intéressant le lien que vous faites entre ce que moi je vais raconter dans Plus haut que la Tour Eiffel et puis ce qui se passe aujourd'hui. En fait, ça dit toujours la même chose. C'est si on estime ne pas être perçu de la bonne manière et qu'on n'a pas notre dignité à un endroit, il est bon de se mettre en mouvement pour aller créer son propre endroit et un espace où finalement on se reconnaît et puis on sait s'apprécier. Moi, souvent, dans le rap, j'ai dû aller ailleurs pour être reconnu en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. Des portes, j'en ai toujours poussé, j'en ai toujours bousculé dans les institutions et ailleurs. Et finalement, si on garde cette mentalité hip-hop, on n'a pas grand-chose à attendre. Il suffit de continuer à faire ce qu'on a toujours fait. 50 ans de hip-hop cette année. Je crois que c'est une des cultures qui est dominante à travers le monde aujourd'hui. On a du breaking aux Jeux Olympiques. On est juste partout. Voilà. Est-ce qu'on doit être reconnu pour ça? Oui. Est-ce qu'il faut attendre la reconnaissance de l'autre? Non. Il faut que nous, on se valide, qu'on fabrique nos espaces, qu'on crée notre manière de voir le monde. Et puis, quand même, moi, je me balade, je vois de plus en plus de décideurs qui viennent de la génération hip-hop. Donc, je crois que ces choses-là vont bouger de manière très naturelle. En gros, vous nous dites, on n'aura jamais ce qu'on veut des victoires, autant passer son chemin. Exactement. Ce qu'on a à faire, c'est surtout se construire nos espaces. Et puis, je dis, la reconnaissance, elle ne s'attend pas. La dignité, il faut qu'on l'ait. Et il faut qu'on aille, j'allais dire, il faut qu'on aille la chercher et la prendre. Mais en fait, non. Il faut juste être. Il faut faire preuve d'excellence dans ce qu'on fait. Faut être bon dans ce qu'on fait. Faut le faire avec amour, avec passion. Et puis, je pense qu'il y aura toujours une réponse pour tout ça. Dans votre biographie, on peut lire que vous êtes le premier professeur de rap en France. Ça ressemble à quoi vos cours et où est-ce qu'on peut les prendre? Alors, j'ai enseigné 10 ans au conservatoire de Puteaux, qui est un conservatoire à rayonnement communal. Là, depuis 4 ans, je suis au conservatoire régional de Cergy-Pontoise. Donc, le jeudi, mes élèves me rencontrent à travers des cours orientés sur le beatmaking, la MAO, la musique assistée par ordinateur, et puis le songwriting, donc l'écriture de textes, par mon truchement, à savoir le rap. Et c'est assez simple, en fait. Et le but, c'est de suivre un cursus, quelque chose, un parcours qu'on construit ensemble, pour faire que les mots deviennent rythme, et après musique. Eh bien, on sait où vous trouver. Le journaliste Nicolas Rogès a sorti le livre Boulogne, une école du rap français sur les rappeurs du 9-2 comme vous. Comment vous avez vécu cette mise en lumière du rap boulonnais? Je trouvais que c'était excellent, surtout de voir qu'il y ait autant de diversité dans un si petit endroit. Bon, voilà, comme vous l'avez souligné, moi, j'ai grandi dans le même bâtiment que les Sages Poètes de la rue, au 5e étage, eux au 4e. Donc on était des amis d'enfance. On s'imaginait pas que ce qu'on faisait et ce qu'on allait faire école. Donc moi de mon côté, avec d'abord le coup d'état phonique et puis ensuite la clica, ça a essaimé et pour le coup les Sages Poètes aussi ont essaimé. Et puis finalement, on a
participé à l'émergence de ce courant-là, et on en est content. Maintenant, le relais est passé, il y a de nouvelles générations de rappeurs, et on est content en tout cas de continuer à être pertinent. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de continuer d'être une voix dans ce mouvement-là, et trouver un espace qui me corresponde bien, qui correspond bien au parcours que j'ai, c'est-à-dire que la forme d'écriture que j'ai choisie pour Plus haut que la Tour Eiffel, elle est aussi le résultat de 30 ans de travail, où ce stylo, il a brûlé, calciné des pages et des pages et des pages. Pone, le DJ de la FF, et Oxmo Puccino, entre autres, ont aussi sorti des livres. Aujourd'hui, c'est votre tour. Le monde de l'édition a enfin compris qu'il y avait des plumes dans le milieu du rap. Ce qui est intéressant, c'est que pour écrire, c'est aussi comme pour faire de la musique, quand même, rien ne vaut la pratique et la pratique. C'est tout. Vous répondez pas à ma question. Est-ce que le monde de l'édition, contrairement aux Victoires qui continuent de dormir, lui s'est réveillé sur les plumes que vous êtes? Soyons clairs, j'ai de la chance en tout cas de voir que La Grenade et puis l'équipe de JC Lattès et puis d'autres, soyons clairs, avant on vous avait cité Abdel Malik, voilà, on a des beaux auteurs qui viennent de la culture hip-hop, et puis on est là, on a des propositions, donc des propositions, puis des histoires aussi. On a des histoires qui sont assez singulières, et donc tant mieux que des gens ils trouvent un intérêt profond. Nous, on est présents, on a envie de construire la nouvelle littérature française. Voilà, j'avais eu la chance de recevoir le prix Charles Cros pour participer à la nouvelle chanson française, donc je trouve que ce sont en tout cas des beaux signaux. Vous touchez à tout. Quel est votre prochain projet? J'y ai pas encore pensé, mais soyons clairs, quand on commence à toucher un territoire comme celui de la littérature, on comprend qu'on en a pour longtemps. Ah, donc prochain livre à suivre. Exactement. On en reparlera sur Move. Merci beaucoup, Kondo, d'être passé dans 15. Je rappelle que vous êtes rappeur, producteur, mais aussi auteur. À bientôt. Merci de votre accueil. À bientôt.